lan ak lan ngeen di def. staff yi ñu ngi tuub ñu ngi ñaw ñu ngi liggéey ci métal ñu ngi def maraîchage ñu ngi def transformation produits naturels yi moom comme ay bisaab jus de bisaab ay confiture. activité yëpp mën nañ ko gis tey. waaw activité yëpp mën ngeen ko gis tey. salaamaaleykum soxna Fatou Diak. soxna si na def moom mooy soxna. waaw sama soxna la soxna Fatou Diak. soxna Fatou Diak. waaw naka yi tey. sant bu baax a baax. kañ nga ñëw Ndéem. kañ la ñëw Ndéem xanaa 2003. 2003 waaw. d'accord kon léegi mu am fukki at ak lu topp. waaw. fii nga déggee wolof. waaw fii laa déggee wolof kay. ah bon waaw. Diego Luján était un producteur en vogue. Et Anna, elle rêvait depuis toujours de devenir une célèbre danseuse. Et quand il a vu Anna pour la première fois, quelque chose en lui s'est enflammé. Vous voulez un parfum? Oui. Mais j'en veux un spécial. Votre adorable petite amie est là à chercher un parfum pour vous. Parce que vous êtes sa petite amie, n'est-ce pas? En fait, non, ma chère, je suis sa fiancée. Désolé, il ne va pas y avoir de mariage. Pardonne-moi, mais nous n'allons pas nous marier. Une histoire qui parle de nos différences. Je suis Oligario Pérez. Je ne connais personne avec ce nom-là. Je suis le fils de Consuelo Pérez. Et ton père alors? Je l'ai jamais vu. Jusqu'à maintenant que je l'ai devant moi. Cosita linda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 29 avril 2016 et on est le dernier jour de la semaine. Vous le savez, la semaine c'est du lundi au vendredi et puis après, samedi, dimanche dans le calendrier grégorien. C'est donc déjà, surtout dimanche, c'est déjà l'autre semaine. C'est comme ça, je pense que ça se passe. Alors ce matin, donc, nous sommes ravis de démarrer cette émission, une fois n'est pas coutume, avec le patronat et les syndicalistes assis sur un même fauteuil. Et c'est on va dire que c'est une image magnifique qu'on aimerait voir tout le temps. Je m'en vais tout de suite d'ailleurs présenter nos premiers invités. Tout d'abord monsieur Mortala Kane, il est le directeur exécutif donc du CNES, de la CNES pardon, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Bonjour monsieur Kane. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc ce matin nous reviendrons évidemment sur une actualité qui n'est pas encore là, mais bon vous savez la matinale aussi c'est fait pour anticiper le 1er mai, on y reviendra. C'est l'objet donc de la chronique invitée, première
partie de ce matin. Et à vos côtés, nous avons aussi le plaisir de recevoir Monsieur Aldiouma Sagna. Il est le chargé de la formation et de la stratégie donc au CNTS, à la CNTS FC. Aujourd'hui, j'ai un problème avec O et ALA. Donc bonjour Monsieur Sagna. Bonjour madame. Donc ce matin, on parlera donc avec Monsieur Khan et aussi avec vous-même sur les enjeux liés justement au travail avec grand T de manière générale, parce que c'est de là qu'il s'agit quand on se lève le matin et aussi quand on se couche le soir. Eh bien, on pense au travail, c'est un facteur d'épanouissement, mais en même temps aussi, eh bien, plusieurs enjeux lient le concept même de travail, n'est-ce pas Mbadara Khan? Bonjour. Mais bien sûr, Nafissatou. Et le prétexte est bien trouvé parce que le 1er mai, on y est déjà, c'est dimanche. Oui. Et nous, on anticipe sur le plateau de Kenkeliba pour organiser, disons, un mini-débat entre le patronat et voilà, le mouvement syndical. Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin de médiateur aujourd'hui. Voilà, ça va être un débat d'idées et puis voilà, de la contradiction, comme on dit, jaillit la lumière. Absolument. Peut-être comme médiatrice, il y aura Jeanne. Par contre, elle n'est pas assise entre... Non, mais elle n'est pas au milieu. Bonjour Jeanne. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vais assurer la médiation. La médiation, comment ça va? Ça va très bien, Nafé. Donc ce matin, tu nous parles de la case des tout-petits avec un volet informatique. Tout à fait. Il y avait récemment, il y a 2 jours, la case des tout-petits avait organisé, l'agence plutôt avait organisé un atelier de partage et en marge de la cérémonie, la directrice est revenue sur l'importance du programme, la mise en œuvre du programme informatique. Vous savez, tout le monde a applaudi lorsqu'il y a eu quand même cette avancée dans le préscolaire, parce que généralement l'informatique c'était juste dans les collèges, mais lorsqu'il y a eu quand même cette avancée, tout le monde a applaudi. Mais maintenant, quel contenu? Je pense que c'était le plus important et elle va revenir sur ça. Ça sera d'ailleurs dans la première partie de ce magazine. À suivre aussi dans ce magazine, une grande dame de la danse que personne ne présente plus au Sénégal, mais aussi en Afrique et partout dans le monde. Il s'agit de la directrice de l'école des Sables, Madame Germaine Akoni, pour ne pas la nommer, sera là aussi. Le 29 mai sera célébré, avril sera célébrée la journée mondiale de la danse. Elle est le porte-étendard de la danse en Afrique, au Sénégal. Et elle sera là pour revenir avec nous donc sur cet art assez noble. D'ailleurs, elle va commencer son apparition ici même à travers une chose très intéressante. Bon, on me dit de ne pas le dire, de ne pas le révéler. Vous savez, les journalistes aiment beaucoup des annonces. On a vite fait de me dire, ne le dis pas. Et puis avec plaisir, nous recevons aussi Dior Mbaye, jeune artiste, chanteuse. Alors, elle a fait beaucoup de génériques, d'émissions, mais aussi surtout, de séries très courues, très célèbres. Elle reviendra avec nous aussi. On reviendra avec elle sur son parcours et puis aussi on parlera aussi de sa musique, de tout ce qui a fait qu'elle aujourd'hui embrasse la carrière musicale produite par ailleurs par Gelongal. Ainsi ira Kenkeliba ce matin. On aura 2 bonnes heures pour parler de tout ça, mais je vous propose de démarrer cette magazine, cette émission avec la chronique horoscope. Bélier. Avec le cancer, le seul moment de le supporter sera au pire de vous voir entre 2 portes, au mieux de ne pas vous voir du tout. Taureau, le poisson très accommodant vous semblera la personne qu'il vous faut, jusqu'à ce qu'il se montre plus fuyant qu'une étoile filante. Gémeaux, avec le lion, il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience afin de ne pas craquer devant son comportement trop autoritaire, trop sûr de lui. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Cancer. Des remises en question avec le Capricorne jetteront une ombre sur vos échanges. Le climat se fera plus tendu. Vous n'aurez plus envie de le rencontrer. Lion, le Verseau se révélera beaucoup trop indépendant pour que vous puissiez supporter son comportement. Avez-vous besoin que l'on dépende de vous? Vierge, avec le Scorpion, ce ne sera pas facile de vous comprendre, car chacun restera sur ses positions et ne voudra pas en démordre. Balance, le Scorpion aura tendance à s'imposer en force. Adepte de la diplomatie, vous en serez choqué et ne lui pardonnerez pas. Scorpion, entre le Bélier et vous, un conflit de pouvoir ou d'autorité pourrait se mettre en place et vous gâcher vos journées. Évitez de vous trouver en sa compagnie. Sagittaire, en étant trop exigeant, le Taureau, sans s'en rendre compte, gâchera vos échanges. Il sera difficile de lui faire entendre raison. Capricorne, vous ne parviendrez pas à accorder votre emploi du temps avec celui de la Vierge, d'où des heurts, des malentendus, des quiproquos. Verseau,
Avez-vous sérieusement étudié votre projet? Savez-vous s'il est viable? Vous devrez répondre à ces questions avec certitude si vous ne voulez pas faire chou blanc. Veillez à privilégier un bon sommeil également. Poisson. Ce ne sera pas évident pour vous de supporter ou d'admettre les critiques et les contradictions permanentes exprimées par le Gémeaux. Bouchez-vous les oreilles. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafis Ayer. À 6h42, je vous propose d'ouvrir le bloc d'infos. René Léon nous a rejoint pour ce dernier jour de la semaine. Bonjour René. Bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va bien, au bien taquet réveillé, comme tous les matins. Au taquet comme tous les matins, en sachant qu'aujourd'hui... En pleine forme. En pleine forme. Ouais. Super, je touche du bois pour toi. C'est parti Jeanne pour ton flash. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, l'ouverture officielle hier de la 48e session conjointe du Conseil des ministres ACP-UE et l'événement de haut niveau sur le futur du partenariat. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie a salué l'esprit de compromis qui guide les négociations. Il a aussi invité les pays membres à signer les accords, vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera ce matin à ce nouveau système pour les bourses, son ancienne bourse. Il s'agit d'une plateforme en ligne qui sera mise à la disposition des étudiants. Elle sera d'ailleurs opérationnelle dès la rentrée prochaine. Cette nouvelle politique des bourses a été adoptée par le ministère de l'Enseignement supérieur vu le nombre important d'étudiants boursiers. Et puis le dossier du jour est focus sur les centrales syndicales au Sénégal. On en compte bien 22, plus de 40 syndicats dans l'enseignement sans compter les autres corporations. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine des élections de représentativité. L'élite syndicale plaide pour une coalition de mouvements. Pour elle, l'objectif est de mieux défendre les causes des travailleurs. Dossier à suivre tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup René pour cet aperçu de ce qui sera ton journal aux alentours de 7h20. Je vous propose de poursuivre ce bloc d'infos avec la revue des titres. Que nous démarrons avec ce Conseil des ministres ACP-UE que nous livrent nos confrères du Soleil. Macky Sall pour une relecture du partenariat. Les États de la CEDEAO invités à signer les accords de partenariat économique et puis l'Union européenne pour des relations adaptées aux nouveaux défis. Voilà les échos de cette importante réunion qui s'est ouverte hier. Et puis toujours à la une du Soleil, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui se livre à nos confrères dans les colonnes du Soleil. La corruption, une menace pour l'État de droit. Et puis Mansour Sy, ministre du Travail, mettre à zéro les compteurs des cahiers de doléances. Et puis on termine cette une avec la vulgarisation de ces réalisations. La SICAP noue un partenariat avec le Soleil. Voilà, nos confrères du quotidien national Le Soleil. On poursuit cette une avec Sud Quotidien. Cumul des mandats après Edembo, Diouf Sarr destitue 6 autres élus. Et puis transfert de Bibo Bourgi, Pervenche Berès saisit le président du Parlement européen. Voilà une à lire dans les colonnes de Sud. L'évidence revient sur l'affaire des terres à Ouakam avec cette une, Macky Faye, ces terres et le courroux des populations. Autre quotidien, autre une sportive pour la Tribune, 10 ans sans victoire, défaites successives, année blanche, Tyson par ici, la sortie. Voilà, c'est une chronique que signent nos confrères, une chronique pas du tout. Alors après, on va voir ce que ça va donner en lisant. Par ici, la sortie, certainement, ben voilà, pour dire qu'en tout cas, il est temps peut-être pour ce lion quand même qui a connu beaucoup des heures de gloire. Ouais. Je me rappelle son combat avec Moustapha Gueye en 98. C'était quand même son heure de gloire. Qu'il a lancé. Hein. Absolument. Donc bon, par ici, la sortie. On verra bien lui s'il est d'accord ou pas, hein, parce qu'après, quoi qu'on en dise. Je pense pas, parce qu'il fait du business quand même. Absolument, il n'a pas tort. Hein. Voilà. On termine cette revue des titres avec Sounelambe. Face à un lac de statique et défensif, eh bien nos confrères se posent la question, Yekini peut-il percer le mur de Berlin? Évidemment, c'est une métaphore pour parler de lac 2, certainement. Hein. Il serait le mur de Berlin selon nos confrères de Sounelambe. Et puis pour terminer, quelqu'un à qui on donne la parole justement à Sounelambe, Moussa Ndiaye, ancien président de l'école Balaguer,
tout Guédiawaye sera derrière Lac 2, alors que Cathy Diop dit que Yekini a repris les contacts à Ndakaaru. Voilà, donc les deux camps qui s'affrontent déjà à travers presse interposée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette revue des titres. On va poursuivre avec la chronique Jim. Alors une salle que certainement certains d'entre vous connaissent bien. Le 7 prochain, c'est le grand rendez-vous. Il s'agit justement de la grande randonnée pédestre par le ministère de l'Intérieur. Alors nous allons demander d'abord par le cardio. Alors adjudant-chef Touré, le maître de salle. Alors tout de suite le menu. Donc le menu de cette journée, c'est une séance de cardio qui dure 15 minutes, avec des variantes et des séquences de travail. Alors, tenez bien, le directeur de cabinet, le secrétaire général, nous avons aussi le DAGE. Alors, tout ceci à côté du colonel Ndoye qui est là également avec nous ce matin. C'est parti, mesdames et messieurs, comme vous le voyez ici. Alors, au ministère de l'Intérieur, la gym, c'est le petit déjeuner ici. Alors, tous les jours, évidemment, on commence par justement cette prière qui est donc la gym au ministère de l'Intérieur. Alors, regardez avec sous l'ordre de l'adjudant-chef Touré. Alors, ici, nous avons justement un grand, avec les pédales, et vous voyez, c'est donc le vélo elliptique, mais également, il y a l'autre vélo, le vélo spinning. Alors, regardez, encore une fois, c'est comme si on était sur le macadam, mais là, croyez-moi, c'est vrai que là, véritablement, ça va suer, ce travail cardio qui va nous faire monter un tout petit peu, basculer les procédés aérobiques vers les procédés anaérobiques. Ici, ce sont les dames du ministère de l'Intérieur. Au passage, je dis bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba. Ça n'a pas été difficile parce que depuis plus de 2 ans que cette salle est mise en service, nous la fréquentons régulièrement tous les jours ouvrables du lundi au vendredi, le matin, pour ce qui me concerne en tout cas, tous les matins à partir de 7h30, les autres à partir de 12h, d'autres l'après-midi. Tout cela pour vous dire qu'il y a une certaine régularité qui fait que vraiment nous avons fini d'endurer et je pense que l'habitude aidant, nous avons pris le bon goût. C'est donc terminé pour cette séance de ce matin. Vous avez justement pu constater avec le vélo spinning, le vélo elliptique, pour dire que nous étions simplement au travail cardio avec l'adjudant-chef Touré. Alors je vous disais, il y avait du beau monde véritablement du ministère de l'Intérieur, mais retenez bien, la date, ce sera le 7 mai prochain avec cette randonnée pédestre. Évidemment, vous êtes tous invités à y participer. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. On va se donner rendez-vous plutôt lundi, coach, donc certainement dans la même salle, c'est-à-dire la salle de gymnastique du ministère de l'Intérieur. On en profite pour souhaiter une bonne journée à tous les policiers du Sénégal et particulièrement aux policiers du département de Podor. Voilà, c'est dit, c'est fait. Merci d'avoir suivi cette chronique gym. On poursuit avec les enfants de Jeanne Dior. La chronique enfance, c'est tout de suite. On va parler ce matin, reparler de la case des tout-petits à travers l'agence en charge donc des tout-petits, à travers Madame Thérèse Faye-Diouf, c'est ça? Bonjour Jeanne, voilà, donc Jeanne qui est traitée comme une reine par... le syndicat des femmes. Oui, c'est vrai, Badara gère le syndicat des femmes. Rebonjour Jeanne. Rebonjour Nafi. Alors ce matin, tu nous reparles donc de la cellule informatique de la case, de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Tout à fait, un volet assez important parce que, comme je disais tantôt, c'était une avancée que tout le monde a appréciée. Le fait que les enfants soient très tôt initiés à l'outil informatique, un aspect assez important pour ces enfants, mais aussi pour ces encadreurs, parce que vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui d'adultes qui ignorent énormément de choses sur l'outil informatique. Donc, si les apprenants essaient de manier plutôt cet outil, donc je pense que c'est beaucoup plus important également pour ces enfants, aussi bien même pour les parents, parce que les enfants peuvent faire comprendre certaines choses ou bien peuvent apprendre
à leurs parents certaines choses. Donc à l'école, très tôt, à la case des tout-petits, ils découvrent. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent découvrir? Donc je pense que ce sont les aspects que la directrice a relevés en marge de cette cérémonie quand même qu'elle a présidée par rapport à l'atelier de partage sur le plan stratégique, mais surtout le contrat de performance, la directrice que nous allons écouter tout de suite. Renforcer le volet informatique que nous sommes en train de dérouler au niveau de l'agence à travers nos structures DIPE avec l'appui de l'ARTP. L'année dernière, nous avons équipé 100 casiers tout petits. Cette année aussi, la procédure d'appel d'offres a été lancée par l'ARTP. 100 autres casiers tout petits seront équipés par ce programme. Il est utile de réfléchir quels seront les logiciels ou bien les contenus qui seront effectivement intégrés dans ces machines-là. Parce qu'effectivement, il y a des contenus, mais c'est des contenus qui nous viennent d'ailleurs. Donc, il est important qu'on établisse des contenus qui vont répondre effectivement à nos réalités socioculturelles. Parce qu'après tout, les enfants sont nos enfants. Ils doivent s'identifier à leur pays, ils doivent s'identifier à leur tradition. Alors, on l'a vu quand même, des logiciels, donc dit la directrice de chez nous, donc qui doivent répondre à nos préoccupations, mais surtout aussi finalement à nos valeurs. À nos valeurs, surtout à nos valeurs, parce que lorsqu'on a eu les grands-mères qui font pratiquement le tour dans les cases des tout-petits pour faire des cours, un programme de compte, et à cela s'ajoute également le volet informatique, mais il faut dans cet apprentissage, dans ce nouveau modèle-là, qui est ces comptes également à travers un petit clic, l'enfant peut recevoir une histoire, un conte et puis découvrir pas mal de choses. Donc c'est différent de ce qu'on a à la maison où il est face à son poste téléviseur, où il joue pratiquement à des jeux parfois dangereux ou parfois même des jeux qui peuvent le pousser à croire qu'il est dans le monde de l'imagination, qu'il est dans un monde virtuel. Qu'il est dans un monde virtuel. Oui. Et on a eu l'accident récemment d'un petit garçon qui a pris une natte, un pagne pour voler parce que tout simplement il suivait une bande dessinée et l'acteur faisait la même chose. Donc malheureusement, l'enfant a perdu la vie. Donc ce sont des choses qu'il faut quand même répéter aux enfants, faire comprendre. Et à travers ce volet informatique-là, il y a énormément de choses que l'enfant peut apprendre, comme je disais tantôt, le parent, mais surtout l'éducatrice ou l'encadreur en question. Donc je pense qu'il faudra, même pour nos programmes télévisés, à l'école ou partout où l'enfant évolue, il faut des programmes adaptés à nos réalités socioculturelles. Absolument. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que les parents seront-ils prêts à accepter l'introduction de logiciels? Peut-être aussi qu'ils n'ont pas, même si par ailleurs ils font confiance en la case de l'agence des tout-petits à travers le responsable, est-ce qu'ils seront prêts à accepter ce logiciel-là? Je suis sûre que pour beaucoup de parents, ils seront prêts à accepter si vraiment, si et seulement s'il n'y a pas un surplus dans le dans la tirelire, parce que oui, c'est un coût. Si c'est un coût, donc si l'État subventionne, c'est encore mieux. Tout le monde est preneur. Mais bon, si on doit encore rajouter à la scolarité ce coût quand même de cours informatiques, et je ne pense même pas. Je pense qu'ils vont tout prendre en charge. En tout cas, l'agence à travers le gouvernement du Sénégal, ils vont toujours prendre en charge cet aspect parce que c'est dans le cadre de renforcement de capacité, renforcement pédagogique. Donc, c'est intégré, c'est un aspect intégré et je pense qu'ils les parents sont obligés d'accepter parce que c'est le monde évolue. Donc, si aujourd'hui beaucoup de parents ont libéré leurs enfants pour qu'ils prennent le chemin quand même du préscolaire, c'est pas pour rien. Autant on n'avait pas cette possibilité, on commençait les cours en classe de 6e au CI. Maintenant, si beaucoup d'enfants ont la possibilité d'intégrer le préscolaire, je pense que tout ce qu'on a comme aspect, tout ce qu'on a comme plus, bonus, je dirais, donc le parent ne peut être que preneur et accepter ce nouveau programme qui quand même a beaucoup d'impact, beaucoup d'avancées, beaucoup d'avantages pour l'enfant. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique. Évidemment, on suivra de très près donc l'avancée technologique du côté du côté des tout petits, voilà, ou chez les tout petits si on veut. Merci beaucoup. On va ouvrir donc la chronique invitée avec
avec la fête du 1er mai. Ça sera le 1er, c'est une redondance. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents membres, l'un du patronat, l'autre du syndicat en fait, des travailleurs. C'est tout de suite la chronique invitée. Les travailleurs sont-ils en tout cas heureux de travailler? Le patronat respecte-t-il ses engagements vis-à-vis des travailleurs? Alors qu'en sera-t-il des cahiers de doléances cette année? On l'a vu dans les quotidiens, en tout cas à la une d'un quotidien, le ministre dire qu'il faudrait remettre à zéro le compteur des cahiers de doléances. Qu'en pensent nos invités? Monsieur Mortal Khan, directeur exécutif de la CNES, ainsi que Al-Djouma Sagna, chargé de la formation et de la stratégie à la CNTS, y répondront peut-être à travers les questions d'Alioune Badara Kane. C'est parti. Et certainement notre invité, en tout cas qui représente, disons le mouvement syndical, est carrément intéressé par cette sortie du ministre du Travail qui recommande carrément une mise à zéro des compteurs, des cahiers de doléances. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, peut-être que ça apparaît un peu redondant de plus en plus, c'est toujours les mêmes doléances qui reviennent à chaque 1er mai. Pourrait-on dire quelque part que cette fête-là ne contribue pas réellement à faire avancer la cause des travailleurs, si le ministre en arrive à faire une telle sortie, M. Sagna? Voilà, je vous remercie au nom de la CNTS et au nom du secrétaire général Cheikh Diop. Tout simplement pour dire que sur cette question, nous avons évalué les cahiers de doléances la semaine passée. Nous avons constaté effectivement qu'il y a eu des points alors qui ont été satisfaits, mais il y a d'autres qui restent quand même à être réglés. Donc il y a alors à ce niveau-là une situation qui pratiquement devrait, si pratiquement le ministre parvient alors à remettre, le gouvernement je dirais, parvient à remettre le compteur à zéro, c'est encore tant mieux pour le mouvement syndical. Mais tout simplement, nous pouvons dire que tant que tourneront les machines, il y aura toujours des revendications. Il n'est pas dit que si toutefois qu'on remet les compteurs à zéro, alors il n'y aura plus de revendications. Nous avons signé l'année dernière un protocole d'accord avec le gouvernement, le patronat, n'est-ce pas? Alors, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore évalué ce protocole d'accord, parce qu'un protocole d'accord doit être évalué pour qu'on essaie de voir le niveau d'exécution des différents accords. Par rapport au cahier de doléances, c'est un cahier qui regroupe les revendications de pratiquement tous les secteurs, n'est-ce pas? Et si vous voyez ce cahier de doléances-là, c'est près d'une centaine de points, parce que ça regroupe l'ensemble des secteurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même des avancées, ça quand même, il faut quand même le noter, mais quand même, il reste des choses à faire. Alors, M. Sagna, bon, peut-être cette question-là s'adresse aux représentants du patronat, M. Khan. Est-ce que des fois aussi, vous ne dites pas que les travailleurs en demandent souvent trop, surtout au patronat, et accordent peu de points? En tout cas, je pense par exemple à la question de la réforme du Code du travail. Sur cette question, il y a un réel blocage, les travailleurs ne veulent rien céder. Je vous remercie pour l'invitation. Je pense que vous avez posé la question centrale. Je pense qu'il nous faut apprendre, dans le cadre de la sérénité, à traiter les problèmes de fond. Je pense qu'il y a des traitements qui sont des cosmétiques. Donc je suis désolé, il y a beaucoup d'avancées, mais le fait d'avoir 100 points de revendication, il faut quand même à un moment nous nous arrêtions. Je vois que ça commence à se faire. Et avant d'aller plus loin, je m'excuse, j'aurais dû vraiment saluer mon ami et collègue. Donc, parce que nous sommes dans le monde du travail. Parce que je pense que c'est la journée du travail. Et le travail, c'est aussi bien l'entrepreneur que les travailleurs classiques. Donc je dirais simplement que effectivement cette question qu'on a toujours évitée, il faut qu'un jour ou l'autre on la pose et qu'on essaie de trouver une solution. Parce que je pense que c'est brandi comme une menace de manière outrancière, alors que ce n'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, la lecture de ce qui se passe dans le monde, la compréhension des enjeux, des dynamiques au niveau international, des compétitions entre les entreprises et les pays nous imposent d'être performants. Performants au niveau de l'entrepreneur, performants au niveau des travailleurs. Mais comment un changement du code-là pourrait-il faire de nos entreprises, rendre nos entreprises plus performantes? Le problème, c'est le problème de la flexibilité. Nous, on dit flexi-sécurité. Il faut sécuriser le travail dans le cadre de la flexibilité.
parce que c'est la réalité que nous avons à travers le monde, à travers tous les pays avec lesquels nous sommes en train de mener des compétitions très ardues. Si nous voulons attirer de l'investissement, si nous voulons consolider l'emploi au Sénégal, je pense qu'il nous faut trouver d'autres formules, d'autres méthodes de travail. Il y a des modèles qui ont évolué à travers le monde et qu'on ne veut pas faire bouger. Je pense qu'il faut absolument, l'exigence que doivent demander les travailleurs sur lesquels nous sommes tous d'accord, c'est d'avoir la sécurité et la garantie du travail. Mais ça n'empêche qu'on doit ouvrir vraiment cette grande revendication qu'on voit un peu partout dans le monde, celle vraiment de la flexibilité. Je pense que ça c'est une question de fond. Maintenant nous sommes heureux, nous sommes contents de savoir effectivement qu'à travers le monde des travailleurs, nous avons un nouvel esprit. Vraiment fait d'ouverture et de compréhension. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est enclenché à travers les actions syndicales, la compréhension, la formation, une lecture du monde qui nous permet justement d'avoir des places de convergence à partir desquelles nous pourrons travailler et nous pourrons nous comprendre au moins et avoir un agenda et vraiment des échanges. Je pense que c'est ça. Alors, M. Sagna, pourquoi vous persistez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche à ce fameux code du travail? Qu'est-ce que c'est le blocage chez vous, les syndicalistes? Cette année, le thème le thème du défilé, c'est renforcer l'unité syndicale pour la préservation des acquis. Ce n'est pas fortuit. Parce que déjà, nous avons constaté qu'il y a alors une tentative de remettre en cause les acquis des travailleurs par rapport à la flexibilité. Le patronat s'accroche à la flexibilité avec un jeu de mots de flexi-sécurité. Nous, pratiquement, ce qui nous intéresse, c'est que déjà, il y a des problèmes réels au niveau des relations de travail. À savoir aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans certaines entreprises avec le travail intérimaire, vous voyez donc, ce sont des entreprises aujourd'hui, des entreprises de placement, alors qui sont pratiquement partout. Aujourd'hui, les contrats sont pratiquement remis en cause. Et les acquis que les travailleurs ont obtenus après des luttes âpres sont en train d'être remis en cause. Je pense que par rapport à la performance des entreprises, on ne peut pas parler de performance économique sans parler de performance sociale. C'est un couplage. Les deux sont liés. Mais aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que les travailleurs, en fait, le patronat, l'État voudrait quand même remettre les travailleurs comme pratiquement une marchandise, c'est-à-dire une ressource, une marchandise. Ou pratiquement, c'est comme les ressources matérielles, les ressources financières, on parle évidemment de ressources humaines, mais l'utilisation devrait être autre. Parce que tout simplement, notre préoccupation majeure, avant de penser alors au Code du travail, essayons de revisiter les conventions collectives. Mais il y a des conventions collectives aujourd'hui qui datent de la période coloniale. Il y a des conventions collectives quand même qui ont atteint leurs limites objectives. Aujourd'hui, ce sont les accords d'entreprise ou bien alors des accords tacites qu'il y a au niveau des entreprises. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des conventions collectives au niveau de tous les secteurs et la révision de l'ensemble des conventions collectives. M. Khan, vous, quelle garantie apportez-vous aux syndicalistes pour les amener, pour les inciter à être d'accord en phase avec vous sur la réforme du Code du travail? Je suis désolé, quand j'écoute le discours, c'est un discours toujours guerrier, vous avez tous les termes qui sont utilisés. Je pense que ça cadre... Il est dans son rôle. Ça cadre difficilement. C'est tout le discours syndical qui est un discours guerrier. Je pense que ça fausse un peu l'esprit. Écoutez, je pense que, honnêtement, aujourd'hui, il parle de la révision des conventions. Nous sommes demandeurs. Sur ce terrain, nous sommes demandeurs parce qu'il y a de nouveaux métiers qui surgissent, qui ne sont pas pris en charge par les conventions collectives. La deuxième chose, c'est que rien ne se fait au Sénégal qu'on ne fait pas ailleurs. La compétition a plusieurs branches, a plusieurs leviers. Et parmi ces leviers, le plus important, il s'agit d'interroger l'histoire économique des régions, tous les autres pays qui sont performants. Nous avons un agenda d'émergence. Un agenda d'émergence a ses exigences. Et ces exigences parmi lesquelles il y a quand même un certain mode de travail, une certaine collaboration au sein des entreprises. Et ça, c'est des règles qu'on trouve dans toutes les entreprises qui sont performantes. Je vous assure qu'il y a un décalage tel entre le discours syndical et l'arrêté des entreprises. Il n'y a pas un chef d'entreprise, j'en connais pas. Je ne défends pas les brebis galeuses, mais je dis j'en connais pas, qui honnêtement n'ont pas la même attention, la même volonté de faire travailler. Il y a des surcharges, il y a des sureffectifs dans les entreprises, mais pour des raisons purement humaines.
sociales sont maintenues au sein du travail. Ce n'est pas pour les règles syndicales, ce n'est pas pour les règles du Code du travail, mais c'est simplement parce que nous sommes des Sénégalais et à chaque fois qu'il est possible d'employer un Sénégalais, on l'entient. Et c'est irrationnel de penser qu'on peut aujourd'hui former un travailleur en entreprise qui fait avec vous 15 ans, 20 ans, qui est performant et qui vous le mettez à la porte pour le simple plaisir de le mettre à la porte. C'est un problème de rationalité économique. Il faut quand même qu'on arrête de penser qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre des méchants. Nous sommes tous des Sénégalais aussi sensibles au chômage, à la misère, aux difficultés. Et nous avons tous la même ambition, la volonté de sortir notre pays vraiment des difficultés que nous avons. Nous avons la même volonté de faire émerger notre classe de travailleurs et de faire bénéficier de tous les avantages du progrès. Il ne faut pas qu'on divise l'entreprise en deux. C'est les travailleurs et l'employé. C'est ça qui forme l'entreprise. À l'entente d'un projet, je vais dire, nous sommes dans le monde du travail, le monde de l'entreprise. Et nous avons une responsabilité commune. Et je pense que, vu sous cette forme-là, je pense qu'ils vont altérer sérieusement vraiment les discours guerriers qu'ils ont et qui vraiment bloquent tout débat. Peut-être pour mettre fin à ce discours-là guerrier que vous semblez dénoncer, est-ce que nos syndicalistes ne pourraient pas peut-être adopter un peu le système syndical allemand, le modèle allemand en tout cas du syndicalisme? Est-ce que vous ne pourrez pas adopter ce système-là? Ou c'est carrément un partenariat gagnant-gagnant entre syndicalistes et patronat? Oui, vous savez, le patronat sont nos partenaires comme l'État. Nous sommes des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure des travailleurs, c'est la préservation de l'outil de travail. C'est l'une de nos premières revendications. Que l'outil de travail soit là. Parce que sans l'entreprise, il n'y aura pas de travailleurs. Mais il ne faudrait pas aussi, alors que s'il y a alors, comment dirais-je, des ressources supplémentaires, une richesse, que ça ne profite alors qu'à un partenaire. Les travailleurs sont des producteurs de richesse. Il faudrait qu'il y ait une bonne répartition de la richesse. Et aussi faire tout pour la création d'emplois. Aujourd'hui, nous avons connu que, surtout le patronat sénégalais, pratiquement ceux qui s'investissent dans l'entreprise, bon, souvent c'est le capital étranger qui est là. Mais ils préfèrent quand même avoir une petite entreprise familiale ou bien, alors, comment dirais-je, réduire leur entreprise à la plus simple expression et évacuer certains travailleurs. Combien y a-t-il d'entreprises en difficulté? Souvent, ce sont des faillites, entre guillemets. Et cela est dû à quoi? Bon, cela est dû peut-être à une reconversion. Hein? A un besoin de reconversion pour aller explorer, alors comment dirais-je, d'autres secteurs. Ce qui est fort légitime. Et, oui, et puis pratiquement pour éviter aussi le paiement, alors comment dirais-je, de certaines... Donc vous semblez dire que les travailleurs sont toujours les agneaux du sacrifice, si je comprends bien, en cas de faillite d'une entreprise. Mais oui, c'est toujours les grands perdants. Mais effectivement... Est-ce que vous confirmez, monsieur Kane? Non, je vous permettez juste de donner des exemples. Je pense qu'il a... Vous savez, ils ont une lecture... des événements internationaux qui ramènent chez nous sans arrêt. Ça, c'est le discours qu'on a sur les multinationales en Europe, qui leur reproche de faire des bénéfices. Là, je pense que c'est pas au Sénégal, c'est pas le cas. Je pense qu'il faut quand même... Hier, nous avons eu une belle cérémonie que la CNES a organisée avec nos amis de la Confédération de l'intersyndicale. Et c'était la première fois que nous fêtions ensemble. Et j'avais décidé qu'on fêterait la journée de la sécurité en entreprise, non plus dans un hôtel, mais on le ferait en partenariat avec nos partenaires. On l'a fait de très belle manière. Mais c'est des discours, c'est une approche encourageante. Moi, je pose des actes. Je ne fais pas du discours. La deuxième chose, c'est que dire quand même qu'on organise sa propre faillite pour se déplacer, je pense que ça semble beaucoup plus à une vue de l'esprit. Je ne pense pas. On peut pas. Je pense qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'est pas fier de créer et de voir grandir son capital. Et de vraiment d'en faire vraiment une vitrine. Je pense que la création de faillite, ça c'est le fait qu'on voit ailleurs, mais pas chez nous. La deuxième remarque que je dois dire simplement, c'est que mon ami dit que nous sommes des collègues, nous sommes des partenaires. Mais c'est une curieuse manière, après tout ce qu'il a dit, de considérer quand même que nous sommes des partenaires. Parce que nous ne jouons pas
11 francs. Et ça, je pense que c'est dommage. Mais est-ce que vous pouvez des fois, est-ce que vous n'avez pas des fois des difficultés à identifier vos interlocuteurs? Parce que sur l'élément qui est passé en fait, en tout cas sur, dans le journal de René Léon Fonseca, on fait annonce de l'existence de plus de 22 centrales syndicales, de près de 22 centrales syndicales pour un si petit pays comme le Sénégal. Est-ce que cela aussi ne pose pas problème des fois au patronat? Et vous avez bien dit centrales syndicales, ça veut dire qu'il y a des syndicats à l'intérieur, 22 centrales syndicales à l'infini. Je pense que le problème se pose à nous, mais je suppose que ça doit se poser d'ailleurs à eux. Je ne vois pas comment on peut avoir un partenaire crédible, visible, lisible et vraiment dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère où tout le monde dit n'importe quoi et on ne sait pas qui est on a besoin d'avoir un interlocuteur. Malheureusement, on a ouvert les vannes et chacun crée un syndicat et ça pollue là-dedans. Parce que je dois vous dire une chose, c'est que cette multiplicité, c'est pas seulement le fait arithmétique. Le vrai danger, c'est qu'on est dans une logique de surenchère. Quand un syndicaliste cherche à être logique, à être compréhensif, à vraiment aller en partenariat, il est tout de suite taxé de quelque part, comme vendu, et du coup le dialogue devient impossible. Donc chacun fait la surenchère et chacun veut montrer, vraiment sortir les muscles et leur montrer qu'il est plus exigeant, plus rigoureux et qui fait moins de concessions par rapport au patronat. Moi j'ai une question pour donc à quoi bon finalement organiser des élections de représentativité? Oui, c'est-à-dire que quand on sait que malgré les dernières élections qui ont été organisées, il y a toujours 22 centrales syndicales ici au Sénégal, ça pose problème et même vous, ça vous affaiblit quelque part. Non, il faut quand même avoir une autre lecture de cette situation. Le premier niveau, c'est que le Sénégal a ratifié des conventions, la convention 87 sur les libertés syndicales et la convention 98 sur la négociation collective. Ce sont des conventions de l'OIT. Le Sénégal est membre de l'OIT. L'Organisation internationale et l'Organisation internationale du travail. Et à ce niveau-là, ces conventions ont été transposées au niveau des lois nationales. Donc le Sénégal est tenu de respecter ces dispositions. Et même pour exercer en tant qu'organisation syndicale, nous n'avons même pas besoin d'un récépissé. C'est tout simplement une déclaration, telle que c'est stipulé au niveau de la Convention. Le deuxième niveau est que nous sommes 22 centrales syndicales, mais nous avons organisé des élections de représentativité où 4 centrales syndicales ont émergé. Et depuis 2011, l'interlocuteur en tout cas du gouvernement, ce sont les 4 centrales syndicales, à savoir la CNTS, la CNTS-FC, l'UNSAS et la CSA. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter, alors comment dirais-je, la constitution d'organisations syndicales, si on se réfère aux conventions que j'ai citées plus tôt, plus haut. Donc à ce niveau-là, le Sénégal, effectivement, à ce niveau, respecte les conventions, la convention 87 et la convention 98. Il faut considérer aussi que c'est la même chose au niveau des organisations syndicales de base. Parce qu'au niveau d'un secteur, on peut rencontrer plusieurs organisations syndicales. C'est une liberté syndicale. On ne peut pas alors aujourd'hui restreindre les organisations syndicales. Et d'ailleurs, on va tenir les organisations, de nouvelles élections cette année, en 2016. Et évidemment, les centrales syndicales qui vont quand même émerger seront pratiquement les interlocuteurs du gouvernement. Mais aujourd'hui, le patronat le sait pertinemment qu'au niveau des entreprises, et même certainement ici au niveau de la RTS, il y a toujours des représentants de travailleurs. Les délégués, les délégués du personnel qui sont quand même élus alors, comment dirais-je, au sein des différentes entreprises. Donc il faut qu'à tous les niveaux qu'il y ait des interlocuteurs. Et le premier interlocuteur du chef d'entreprise, ce sont les délégués du personnel. Au Sénégal, les délégués du personnel sont reconnus, mais les délégués syndicaux ne le sont pas. C'est d'ailleurs, c'est un combat que nous sommes en train de mener. Donc vous voyez que, quel que soit, alors comment dirais-je, le nombre de syndicats, il y a aujourd'hui alors une situation qui nous permet pratiquement, alors comment dirais-je, de gérer tout ça. D'accord. Alors moi, j'ai une question pour M. Mortala Kane, parce que tout à l'heure, M. Sagna parlait de préférence pour les entreprises étrangères, etc. Quelle est aujourd'hui, M. Kane, la part du privé national dans les marchés publics? On parle d'un fonds de 400 milliards pour les PME-PMI.
Bon, c'est difficile à dire. Hein. Je pense qu'il faut dire que le gouvernement avait pris une décision qui était salutaire, mais qui apparemment n'a pas encore donné tous ses résultats, ses fruits. C'est-à-dire que de décréter, donc de donner aux petites et moyennes entreprises une part des marchés publics. Parce que ce qui caractérise en général la physionomie du patronat sénégalais, des entreprises sénégalaises, c'est que les petites et moyennes entreprises sont plus du ressort des nationaux et les grandes entreprises internationales. Bon, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a des grandes entreprises qui appartiennent à des Sénégalais, mais ils sont très peu nombreuses. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, et c'est lié à la jeunesse du patronat sénégalais, c'est lié à notre aventure en entreprise. Nous n'avons pas été, je pense, au début des indépendances qu'on a commencé. Il faut toujours avoir cette lecture-là. C'est la marge de progression de l'entrepreneuriat sénégalais qui doit interpeller plus que le volume. Et c'est important donc de voyer. Donc je pense qu'il y a, c'est la partie congrue, donc on n'a pas grand-chose, mais quand on voit les avancées qui ont été réalisées ces dernières années, on se rend compte que les Sénégalais entreprennent plus, mais encore la revendication reste la même. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'un pays veut être émergent, quand on veut avoir la maîtrise de son économie, donc avoir sa destinée en main, il faut absolument que vraiment l'outil économique soit entre les mains en grande partie de ces nationaux. Parce que vous savez, ce qui se passe au niveau international, c'est que c'est des règles, c'est des conduites, c'est des modèles de développement qui sont dictés de l'extérieur, donc qui ne répondent pas toujours aux préoccupations nationales. Les entreprises étrangères ont leur place au Sénégal, mais tant que nous n'aurons pas vraiment ce corps, en tout cas un volume vraiment d'opérateurs et d'entreprises qui sont réellement nationales, et qui peuvent être nationales, mais avec des participations étrangères, il sera difficile vraiment d'avoir les leviers de commande et d'orienter, comme nous le souhaitons, en tout cas la politique économique de notre pays. Mais peut-être pour terminer sur cela, M. Kane, il faudrait aussi que ces entreprises-là aient justement les capacités à pouvoir répondre aux appels d'offres. Est-ce que c'est toujours le cas, les capacités financières parlant? Justement, on n'a pas toujours les capacités partout, mais ça dépend des modes de la passation de marché, comment elle se passe. Vous savez, quand vous avez un grand marché, quand vous avez un gros marché et que vous en faites un bloc, il est évident que c'est celui qui a le capital, celui qui a une marge de manœuvre, qui a une assise financière, qui a une capacité, qui a une expérience, une expertise internationale. Mais il y a d'autres moyens de faire des allotissements, c'est-à-dire de réduire le marché, de le faire dans des proportions qui permettent aux entrepreneurs sénégalais d'y entrer. Parce que ce n'est pas seulement le fait d'y entrer. Vous savez, au Sénégal, on a fait d'énormes travaux qui sont salutaires en matière d'infrastructure. Mais vous savez, on ne fait pas, par exemple, les routes, on ne fait pas des routes juste pour avoir des routes. On fait des routes pour distribuer les revenus et multiplier ces revenus au niveau de l'économie. Il y a un principe keynésien que tout le monde connaît, le multiplicateur et distribution. Donc je pense que c'est assez important. Si on donne le même marché à des Sénégalais, les effets sont beaucoup plus importants parce que c'est répercuté de manière durable et de manière plus large sur l'économie que quand on a une entreprise artisanale qui prend ses bénéfices et qui s'en va. Et en plus, il y a la capacité de transfert de technologies. Ça nous permet d'apprendre et de répliquer. Parce que nous avons le marché sénégalais, mais nous avons des ambitions sur l'international, notamment sur la sous-région. C'est en ayant ces marchés-là, en tant que Sénégal, que nous pouvons essaimer dans la sous-région. Et je pense que c'est une volonté politique. Nous sommes dans une logique d'émergence. Il faut absolument, comme dans le monde du travail, et je voulais là quand même faire un petit clin d'œil à mon ami, moi je suis dans un schéma de l'émergence. La raison me dicte, l'intelligence me dicte simplement de voir comment ça s'est réalisé ailleurs. Quels sont les facteurs clés, quelles sont les conditions permissives qui leur ont permis de se développer. Parmi ces facteurs-là, il y a le travail, il y a les relations de travail dans l'entreprise. Et moi j'essaie simplement d'adapter ces conditions pour me permettre de m'en sortir. Je ne peux pas avoir dans des situations de constellation syndicale où on n'a pas d'interlocuteur, il dit qu'on a des interlocuteurs. Mais dans l'entreprise, n'importe qui peut créer la tension dans l'entreprise parce que c'est pas, il est représentant syndical. C'est ça le problème. Et ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai au niveau national, mais dans l'entreprise, vous avez n'importe quel syndicaliste capable de faire bouger et vous savez, c'est sensible au environnement de travail. Et donc, moins on a d'interlocuteurs crédibles, visibles, avec qui on peut discuter, mieux on peut avoir un dialogue fécond. Et je pense que c'est un peu la différence que nous avons avec nos amis. Monsieur Sagna, en refusant catégoriquement actuellement, pour l'instant, la réforme du Code du travail, est-ce que vous ne pénalisez pas quelque part vos pairs travailleurs qui exécutent des tâches extrêmement lourdes? Je pense par exemple à ces dockers-là qui ont intérêt à ce qu'il y ait cette réforme du Code du travail. Il faut relativiser. Nous ne rejetons pas la réforme du Code du travail. La pénibilité du travail est prise en compte par en tout cas la réforme. La réforme, nous ne rejetons pas la réforme. Parce qu'il y a même des points, parce qu'aujourd'hui avec le Code du travail 97 du 1er décembre 1997, il y a des décrets d'application qui n'existent, en fait, qui ne sont pas publiés depuis 97. Mais et puis une loi
est difficilement applicable s'il n'y a pas de décret d'application. Mais de 1997 à nos jours, l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'on attend toujours des décrets d'application de ce code du travail. Vous voyez donc la difficulté? Donc, c'est sur des interprétations d'une partie ou d'une autre qu'on parvient quand même alors à, comment dirais-je, utiliser ce code. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais nous attirons l'attention par rapport au point